l'enregistrement. Vas-y. Voilà, nous enregistrons, puisque vous le savez, chers amis, que ces séquences se retrouvent quelques heures après sur notre site. Bien, bonsoir à tous. La semaine dernière, vous vous en souvenez, Caroline Eliachev et Céline Masson nous ont présenté leurs travaux dénonçant la fabrique de l'enfant transgenre, une pratique qui apparaît au même titre que la théorie critique de la race et contestation de la science, pour reprendre la classification proposée par Jean-François Bronstein, comme un sous-produit de cette croyance qu'est le wokisme. Nous allons poursuivre cette semaine avec Xavier Laurent Salvador l'exploration de ce magma de supposées sciences qui semble aujourd'hui servir de ligne de démarcation entre les progressistes et les réactionnaires. Xavier Laurent Salvador, vous êtes donc universitaire, agrégé de lettres, docteur de la Sorbonne, maître de conférences, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels le dernier, le petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, qui est à l'ordre du jour de notre réunion. Vous êtes aussi un linguiste à l'Université Paris 13, professeur agrégé, je l'ai dit, de lettres modernes, et membre du Conseil national des universités, vous l'avez été, vous enseignez particulièrement l'histoire de la langue médiévale et sa grammaire. Le livre dont nous allons parler ce soir est en fait, cher Xavier Laurent, un jalon dans un parcours qui a commencé il y a quelques années lorsque vous avez, avec quelques-uns de vos collègues, découvert la nature des recherches qui étaient financées au sein de notre université, ce qui vous a conduit donc à être un des promoteurs de l'Observatoire du décolonialisme. Ensuite, vous avez créé le laïc et puis vous avez été, avec quelques autres de vos amis et le CLR, l'organisateur d'un colloque, le fameux colloque de la Sorbonne. Alors, pour situer un petit peu le niveau de la polémique, je voudrais vous rapporter ce que certains de vos opposants, une en particulier, Madame Christelle Rabier, a dit de ce colloque. Ce colloque était la manifestation, en fait, disait-elle, d'un retour du maccarthisme au sein de l'université française. Vous étiez, en organisant ce colloque, un censeur. Vous organisez un colloque dont la scientificité, je reprends ces termes, était à milieu des conventions universitaires. Les membres du comité organisateur n'avaient pas compétence principale des études en sciences ou histoire des institutions universitaires. Qui plus est, cette manifestation avait été saluée par des gens comme François Bellamy et Éric Zemmour, en passant aussi par Éric Ciotti. Bref, vous étiez assimilé à cette espèce de tenant de l'extrême droite et porte-parole de cet extrémisme. Je lis un petit passage donc de ce que Madame, son nom m'échappe déjà, voilà, Christelle Rabier disait. Donc, elle remettait en question la scientificité. Et par ailleurs, le conseil scientifique du colloque comprenait des organisateurs tristes, bien sûr, on écrit dans ce milieu en écriture inclusive, des intervenantes EES, ce qui est contraire aux pratiques. Enfin, à l'instar des membres du comité organisateur et à de rares exceptions près, les participantes n'avaient pas été invitées à intervenir au titre de leur spécialité, mais de leur expérience personnelle ou de leur activité extra-universitaire. C'est le président du comité des États Républiques, moi-même, le psychanalyste Hubert Bergel, qui a conclu le colloque se déclarant, entre guillemets, chez lui en Sorbonne. Quelle imposture. Avant de laisser la place au président du Haut Conseil à l'évaluation et la recherche de l'enseignement supérieur. En fait, dans un article de plusieurs pages, il est fait un procès absolument sans aucune nuance à toute cette école, à tout ce courant que vous incarnez, venant remettre en question toutes ces études et tout ce que nous considérons, nous, au CLR, comme de véritables impostures. Alors, je vais commencer peut-être par vous poser la question, cher Xavier Laurent, pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il y ait une telle levée de bouclier contre vos travaux, contre une attaque en règle contre la scientificité de vos travaux, contre la qualité des intervenants? Tous ceux qui ont participé à ce colloque de la Sorbonne ont été traités de réactionnaires et d'alliés objectifs du fascisme, et j'en passe. Alors, pourquoi? Pourquoi tant de haine? Alors que franchement, nous sommes aimables.
C'est ça que ne comprennent pas nos adversaires. D'ailleurs, l'adversaire se trompe, c'est lui l'adversaire. Donc, il faut remettre un peu les choses dans le bon ordre. Non, non. Toute plaisanterie mise à part, je pense qu'il faut absolument retirer un peu le fil. Alors, je trouve très bien qu'on donne la parole à Madame Rabier dans une rencontre comme celle-là, car il faut un peu de pluralisme et effectivement permettre comme ça de pouvoir entendre la parole. Et je pense que la meilleure façon que nous puissions avoir aujourd'hui d'avancer dans ce combat qui est le nôtre, vous savez, c'est ce tableau de Goya, vous savez, les vieilles, las viejas, qu'est-ce leur tendre un miroir en leur disant, voilà, comment te sens-tu de ce que tu entends lorsque tu t'entends parler? Dans le discours que vous rapportiez, Madame Rabier, et je réécoutais juste avant que nous commencions les conférences du colloque, pour donner simplement une petite idée de ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si tu te souviens, Gilbert, si vous vous souvenez, mais ce n'est pas vous qui aviez dit que vous étiez chez vous en Sorbonne, c'était ma prise de parole, car j'avais dit, nous sommes chez nous en Sorbonne, nous aussi, et nous y resterons. Et tout est en réalité à volo, c'est-à-dire que toute la critique qui nous est adressée part d'une espèce de confusion qui est faite sur la base de rumeurs, d'approximations, de traits tirés, de choses qui en réalité n'ont pas eu lieu. Elle cite des messages que nous aurions échangés alors qu'en réalité ce n'est pas nous qui les avons écrits. Elle cite des auteurs du colloque, mais en réalité elle jette l'anathème à partir de discours qui ne sont pas construits. Alors, effectivement, ça témoigne d'une rage, d'une colère, d'une haine, et c'est ça qu'il faut acter, c'est qu'en réalité, on incarne à ses yeux une espèce de monde à abattre. Et ça, il faut effectivement y revenir à l'instant, parce que c'est quelque chose qui nous est régulièrement adressé. Nous n'avons cessé de nous battre contre le fait que nous étions sans cesse traités de macartistes, de persécuteurs, alors qu'en réalité, c'est une espèce de renversement de situation ou de parole accusatoire, puisque une des raisons pour lesquelles nous sommes montés au créneau tous ensemble, pour lesquelles nous avons avancé ensemble au point de nous constituer en collectif et de prendre le risque de nous exposer nominalement, de mettre nos noms sur le site de l'Observatoire et d'avancer dans ces études, c'est justement que nous étions, nous, en situation de nous sentir, disons, dans une prise de parole fragilisée, du fait même que nous revendiquions à la fois la pluralité nécessaire au débat scientifique et en même temps que nous revendiquions la légitimité que nous considérions que nos études nous donnaient. Car en réalité, tout vient de là. C'est-à-dire que nous osons, dans le panorama universitaire actuel, dire « Ah mais attends, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, mais tu dois souffrir pendant quelques instants que, au nom de la légitimité qui est la mienne et que me procure mes études, le temps passé à étudier, le temps passé à faire mon doctorat, à faire une HDR, à travailler dans l'université, à passer les concours, à travailler pour les concours et au service de la nation, m'autorise à te dire que non seulement je ne suis pas d'accord, mais que le chemin dans lequel tu t'aventures est extrêmement contre-productif. Et parce qu'on incarne sans doute ce garde-fou-là, eh bien, on suscite des réactions qui sont absolument extraordinaires. Alors, je vais développer un peu ça, si tu veux bien, Gilbert, et raconter comment justement on en est venu à monter cet observatoire des idéologies identitaires et comment le laïc, le laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines, a pris corps dans le paysage actuel de cette université. Mais en tout cas, Alors, si ouais, tu veux bien, Xavier, nous allons d'abord donner la parole à notre ami Jean-Pierre Malostou qui bien va nous sûr. donner quelques indications sur la manière de débattre avec nous, hein, puisque en fait, nous aurons une partie consacrée aux questions-réponses. Jean-Pierre? Oui, merci. Effectivement, vous allez pouvoir dialoguer avec Xavier Laurent. Pour ce faire, comme on est nombreux, on utilisera l'outil questions-réponses. En bas de votre écran, vers la gauche, vous avez Q et R. Donc là, vous pouvez taper vos questions, éventuellement vos commentaires. Je vous demande juste, compte tenu du nombre important de spectateurs, de faire des commentaires et des questions relativement courtes. Et donc, Gilbert Abergel sera votre porte-parole pour poser ces questions directement à Xavier Laurent. Voilà, merci. La question que vous me posiez sur la haine que nous semblons susciter n'est quand même pas totalement exagérée. Nous suscitons, à travers nos publications et nos écrits, des réactions qui me semblent parfois un peu immodérées. Je voudrais simplement rapporter 2-3 anecdotes qui nous ont conduits justement à nous constituer en collectif. Et pourquoi on en est venu
à sortir un peu du champ de nos études, en quelque sorte, pour regarder ce qui se passait aujourd'hui dans toutes les disciplines et de réunir un peu ces observations autour des problématiques liées à l'avènement des sciences dans l'université contemporaine. Par exemple, une critique qui nous est souvent adressée, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas du champ de la sociologie. Et j'adore cet argument qui nous est souvent adressé, parce que nous ne sommes pas du champ qui prétend ne pas exister. Nous ne sommes pas du champ des études décoloniales, alors nous ne sommes pas légitimes à parler du décolonialisme. Alors évidemment, si on n'est pas d'extrême droite, on ne peut pas étudier l'extrême droite. Et comme personne ne se revendique d'extrême droite, on peut tous en conclure joyeusement que l'extrême droite n'existe plus en France, puisqu'il n'y a pas d'études d'extrême droite sur l'extrême droite en France. Enfin, vous voyez le paradoxe d'un raisonnement qui voudrait être complètement sécularisé autour des enjeux propres et autodéterminés par ceux qui se revendiquent de ce champ de science. Ça, c'est extrêmement paradoxal. Cela, en tout cas, explique le fonctionnement par anathème, par exclusion, par bannissement, qui est le moteur principal de ces constitutions en studies, c'est-à-dire en nouvelles disciplines, qui cherchent à circonscrire l'épistémologie des sciences un peu différemment aujourd'hui. Nous l'avions vécu avec un collègue en particulier, je pense à Jean Slamovitch, puisque nous sommes linguistes, tous les deux, et il y a maintenant 6 ou 7 ans, nous avions été invités à tenir une conférence en Sorbonne par un collègue qui nous avait invités à parler. À un moment où les choses commençaient à émerger et où nous nous réunissions, nous avions déjà vu que, notamment en linguistique, on utilisait des arguments autour de la langue qui détournaient la linguistique de ces conclusions stables et de celles qui, par exemple, sous-tendent la discipline que j'enseigne moi, c'est-à-dire la diachronie, l'histoire de l'évolution de la langue et des mécaniques internes qui président à l'évolution de la langue. Je pense à des choses, à des articles comme par exemple, et à des ouvrages comme ceux de Moignet sur l'histoire du genre et sur la façon dont le genre s'est constitué d'abord en indo-européen et puis ensuite en sanskrit, en grec et dans les langues romanes, qui sont quand même des choses majeures, qui commencent à être, qui soit ne sont pas lues, soit ne sont pas connues, mais dont de toute façon les prémices sont ignorées et qui permettent d'arriver à des conclusions un peu catastrophiques dans la lignée de ce que Judith Butler peut écrire aujourd'hui sur le pouvoir, la performation en langue, nous avait amené, donc Jean Slamovitch et moi, à vouloir faire un état des lieux de ces questions-là. Nous avions commencé à travailler sur un petit ouvrage, c'était Le sexe et la langue, et donc on nous avait invités à conférencer, non pas sur les questions d'inclusivisme, non pas sur les questions du wokisme, mais véritablement sur les enjeux linguistiques du genre en grammaire. En grammaire aujourd'hui et en grammaire, justement, dans le temps de l'histoire, depuis la mécanique générale de la linguistique, comment le genre s'est construit, et puis ensuite comment le genre est devenu un objet grammatical d'enseignement. Vous voyez, des sujets qui sont un peu rébarbatifs, un peu pénibles à expliquer, et un peu lourds en réalité. Bon voilà, c'était uniquement de la science au sens le plus mécanique qui soit pour parler de linguistique générale. Et à notre grande surprise, nous avons vu une bronca de collègues qui n'étaient pas forcément linguistes, mais des littéraires, des gens, s'élever contre notre venue en Sorbonne, s'élever au point d'écrire des courriers collectifs, de les adresser au président de l'établissement, de les adresser au professeur lui-même, demandant à ce que notre conférence soit annulée. Et annulée au motif que la conférence que nous n'avions pas encore tenue n'était pas sérieuse scientifiquement. Pardon, mais laissez-moi au moins parler avant de dire que ce que je dis n'est pas sérieux. Et que, de toute façon, si la conférence devait avoir lieu, il fallait qu'elle fût organisée en contradictoire. Comme si la science de controverse devait passer à l'état de débat sous prétexte que le sujet, à leurs yeux, était un sujet social, sociétal, voire politique. Et dans ma conférence, notamment, et que j'ai eu l'occasion de tenir ensuite au Collège de France, il n'était évidemment pas question de social ou de sociétal. Il était question de grammaire, il était question d'histoire de la grammaire, il était question de linguistique, de diachronie, d'histoire des peuples, mais il n'était certainement pas question de sociétal ou de politique. Et j'ai compris à ce moment-là qu'en réalité, c'était ce que j'incarnais qui était un problème. Ce que j'incarnais au sens le plus institutionnel de la chose. Parce que tous ces gens qui luttent contre l'institution, en fait, ne rêvent que d'occuper la place institutionnelle qu'occupe la science elle-même. Ils combattent l'institution parce qu'ils considèrent que c'est l'institution qui fait les hommes. Et à travers nous, notre combat qu'ils mènent contre nous,
c'est en réalité à leurs yeux un combat contre l'institution, mais c'est en fait le combat de l'imposture contre le poste. Ils veulent occuper la place. Alors pourquoi pas? Parce que la place qu'occupe l'ancien français, je vous rassure tout de suite, dans les études contemporaines, dans les études modernes, est très faible, elle est très petite. Mais c'est un verrou gigantesque dans la formation des enseignants. À travers cet exemple, on peut comprendre que la façon de fonctionner à ce moment-là des collègues s'était élevée contre le principe même que puisse se tenir une conférence en Sorbonne sur un sujet aussi rébarbatif que la grammaire et la grammaire du genre, laissait entrevoir que nos collègues étaient partis sur un logiciel dont nous ne maîtrisions plus les codes. Nous avions changé de système. Dans une conférence, vous pouvez venir poser des questions, vous pouvez m'affronter, vous pouvez écrire, vous pouvez contester, mais vous ne demandez pas à ce que la conférence soit annulée au prétexte que vous estimez que les gens qui la tiennent ne vous plaisent pas. Ça, on peut faire ça en politique, on peut faire ça dans une mairie, on peut faire ça quand on est un parti politique, mais pardon, ce n'est pas une façon de fonctionner, ni au sein. Ce n'est pas très corporate d'un point de vue institutionnel, déjà. C'est franchement manquer au principe de la controverse, et c'est évidemment faire preuve d'une intolérance critiquable. Et donc, c'est à partir de là que nous avons décidé, en quelque sorte, de participer activement, et tout particulièrement à la constitution et du laïc et de l'observatoire, parce que finalement, on se rend compte à ce moment-là que non seulement la science que nous représentons, la légitimité que nous confère le fait d'avoir travaillé sur ces choses-là, et vous ne pouvez que me croire, je vous autorise à considérer évidemment que je suis faible scientifiquement, mais le peu de science que vous m'accorderez, même si vous me trouvez très mauvais, très faible et très nul, ce peu de science que vous m'accorderez suffit à un moment à me laisser prononcer la phrase qui est légitimée par le fait que même ce peu de science que vous me reconnaissez doit en quelque sorte être transmis et être écouté. C'est évidemment l'enjeu principal. Donc à partir de ce moment-là, le collectif naissant nous a permis de prendre la mesure d'un problème qui était évidemment plus large, d'un problème qui commençait à toucher à la formation des enseignants, à tous les secteurs des sciences humaines dans lesquels nous nous retrouvons. Et donc, ce n'est pas un hasard si, à l'initiative de ce collectif, vous retrouvez des linguistes, des médiévistes, des historiens, des sociologues, des grammairiens, des littéraires, car toutes ces sciences sont différentes, mais aussi des gens des sciences dures, de médecine, qui commencent à témoigner en nous disant « mais écoutez, vous avez raison, il se passe aujourd'hui des phénomènes dans l'évaluation de la science, dans la configuration des disciplines, dans le financement de l'université, que nous trouvons éminemment dangereuses. » Nous incarnons en quelque sorte une façon de voir le monde qui est sans doute passée, soit, et c'est ça qui peut peut-être justifier les réactions de ces néo-progressistes qui voient en nous le progrès d'avant. Ils sont le néo-progressisme parce qu'ils prétendent détenir la définition et la clé du progrès. Et nous incarnons à leurs yeux, sans doute, un humanisme, un progrès qui est le progrès d'avant, le progrès de Rabelais, le progrès de la lettre de Pantagruel à Gargantua. Tu seras meilleur que moi, mon fils, parce que toi, tu nous permettras de sortir des heures sombres du Moyen-Âge et tu en sauras plus que moi quand tu auras fini tes études et tes enfants en sauront plus. Voilà, c'est cette idée d'un progrès qui est fondée sur, d'une part, la science et la sapience, la sagesse, et d'autre part, sur une configuration, sur une épistémologie des savoirs qui est un verrou sur la construction de toute une société. Alors, c'est peut-être là-dedans que je peux rentrer, c'est un peu le principe de l'ouvrage que je montre, que je mets à côté de moi, mais on ne le voit pas, mais c'est très bien, de ce petit manuel pour les parents, à l'usage des parents d'un enfant woke, que les gens prennent souvent un peu au pied de la lettre comme un vrai manuel que je donne vraiment pour les parents. Et il y a cette dimension dans l'ouvrage, parce qu'il y a des petits exercices pour essayer de se recalibrer un peu intellectuellement et voir un peu où on en est dans ces exercices. Mais enfin, c'est aussi une cartographie des disciplines qui fait le constat, à travers les yeux d'un enfant, du petit Armante qui s'aventure dans l'université, de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si vous voulez, si des gens comme Hubert Ekman ou moi-même nous sommes sentis, et vous vous doutez quand même que la littérature médiévale, que la linguistique médiévale, moi j'ai fait une thèse sur les traductions de la Bible au Moyen-Âge,
Voilà, je comparais les textes en hébreu, en grec, en latin, en ancien français, je les pose côte à côte, je compte les conjonctions de coordination. C'est une activité qui ne m'incitait pas ou qui ne me prédestinait pas à m'engager politiquement sur des sujets aussi forts et virulents que cela. Mais en réalité, à travers les attaques qui sont menées contre des disciplines comme les nôtres, on constate que l'enjeu de cette discussion, l'enjeu de cette reconfiguration du dialogue universitaire devient un clivage entre des anciens et des modernes, si vous le voulez, on peut l'appeler comme ça, mais dont l'enjeu a fortement à voir avec la question de l'épistémologie, c'est-à-dire de la façon dont l'université pèse en Occident sur la représentation qu'on se fait de ce que c'est qu'une tête bien faite. Pour que l'université, pour que l'école, pour que les institutions de la République fonctionnent, et par les institutions de la République, je pense, pardon, j'élève un petit peu le débat, et vous verrez qu'à la fin, on revient à cette question du pourquoi ils nous attaquent. Pour que les institutions de la République, et à travers les institutions, je pense essentiellement à la langue, c'est l'article 2 de la Constitution, à l'école et la laïcité, évidemment, et l'université, la République, universelle, associée au fait majoritaire qu'est la démocratie. Pour que ces institutions fonctionnent, eh bien, il faut déjà s'assurer, par exemple, si je prends l'article 2 de la Constitution, que le français est bien la langue de la République, et si je prends l'école, m'assurer que l'école est bien le lieu de transmission d'un savoir. Deux éléments qui sont irréfragables si je me place du point de vue de la déconstruction des savoirs. La déconstruction des savoirs part du principe que tout savoir doit être déconstruit, ne laissant comme objet d'enseignement que la déconstruction elle-même. On reviendra sur cette dimension un peu paradoxale et sectaire de la déconstruction, mais évidemment, nous partons du principe que l'université est un lieu dans lequel se construit par le débat et la recherche une somme de savoir à travers les observables et leur analyse, inscrite dans des disciplines qui pèsent sur l'école et qui en configurent à la fois la forme et la nature des enseignements. Si on enseigne l'histoire dans l'école de la République, c'est parce que l'histoire est devenue, et ça a été un long processus, une discipline à part entière. L'université médiévale n'accordait qu'une place très marginale à des choses comme l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une certaine façon d'analyser la Bible à partir du milieu du XIIe siècle. Mais ce que nous appelons l'histoire, c'est quelque chose qui a pris du temps à se construire comme discipline. Et ça n'est pas évidemment une discipline. L'université moderne a conclu que l'histoire, et tout le champ épistémologique porté par l'histoire, est une discipline. Si on enseigne le français dans l'école de la République, c'est parce que la grammaire, la linguistique, est un objet qui permet d'avancer dans la connaissance de la langue, et donc que c'est un savoir sur lequel se construit une épistémologie de la langue qui peut être transmise. Si on n'enseigne pas la psychologie, pardon Gilbert, mais si on n'enseigne pas ni la psychanalyse ni la psychologie à l'école, c'est parce que ça ne dit pas que la psychologie n'est pas une discipline, c'est bien une discipline universitaire, mais elle intègre le panorama de ce que l'université a défini comme SHS, les sciences humaines et sociales, et à ce titre, elle arrive en quelque sorte comme une science secondaire par rapport à un socle de savoir primaire, premiers, fondamentaux, qui permettent de construire une tête bien faite, propre à recevoir dans un second temps les enseignements nécessaires pour s'élever dans les grades et les degrés de la psychanalyse et de toutes les disciplines ramifiées des sciences humaines et sociales que l'on enseigne à l'université. Je vais prendre un exemple pour que les choses soient bien claires sur cette différence qu'il peut y avoir sur les socles de savoir et sur la façon dont l'université construit son épistémologie et de quelle façon ça infuse dans l'école. Et j'en profiterai pour montrer à quel point cette question est cruciale pour comprendre le danger qui pèse sur l'école et sur les institutions si on ne prête pas attention à des discours tels que celui-là. Je vais prendre l'exemple de la littérature. Tout le monde a en tête
l'objet littéraire parce qu'il aime lire. C'est l'objet de culture. Les livres qui sont derrière moi, il y a des livres qu'on lit depuis 1000 ans, il y a des livres qu'on aime lire et relire. Évidemment, on enseigne la littérature dans l'école, au collège et au lycée. La littérature, dans l'université moderne, n'est pas une science humaine et ça n'est pas une science sociale. La littérature est un champ à part. Si vous regardez toutes les cartographies des universités françaises aujourd'hui, vous y trouverez, lorsqu'on y enseigne la littérature, des départements de littérature ou de sciences humaines et sociales, LSHS. Tout ça ne fait pas corps. Pourquoi? Parce que la littérature est une science des morts. C'est la science, la science du discours des morts. La littérature confronte le chercheur à la question du sens et de l'herméneutique, dès lors que celui qui a émis le message n'est plus là pour vous répondre. Un peu, si vous voulez, comme l'énigme du Sphinx, arrête Édipe sur le chemin de Thèbes. Il n'a pas la réponse de l'énigme. Édipe donne une réponse. Elle est nulle, sa réponse. Mais le Sphinx disparaît. C'est une herméneutique. Vous voyez, admettre qu'on entre en littérature, c'est admettre de construire une herméneutique, c'est-à-dire de résoudre la question du sens, in absentia, sans que l'auteur soit là pour vous dire ce qu'il a voulu dire. Et moi, je dis souvent à mes étudiants que quand la littérature est bonne, c'est parce qu'il y a de bons lecteurs. Peut-être qu'un auteur, d'ailleurs, est un très mauvais lecteur de son œuvre. On peut être un auteur littéraire, passionnant, mais être un très mauvais interprète de soi-même. Peut-être que ce que Proust a voulu dire, s'il nous le disait maintenant, nous semblerait très décevant. Parce que nous nous trouvons très intelligents en réalité quand nous lisons Proust, parce que ce que nous aimons dans Proust, ce sont les discours intelligents que nous tenons nous. Sinon, on serait très déçus. Vous voyez ? Peut-être que Rabelais nous décevrait s'il nous parlait de ce qu'il a voulu dire. Peut-être qu'il nous dirait, moi j'ai voulu parler de médecine, et uniquement de médecine. Qu'est-ce que vous embêtez avec l'alchimie? Qu'est-ce que vous embêtez avec le plus haut sens? Et nous, on lui dirait, ah, mais tais-toi, laisse-nous parler. C'est ça la littérature, vous voyez? C'est admettre qu'il y a le message ténu d'un mort nous parvient à travers un livre et que ça déclenche une mise en mouvement du sens. Et il faudra bien attendre un jour la vie éternelle pour que les morts et les vivants se retrouvent pour pouvoir poser les questions pour lesquelles ils n'ont pas eu de sens. Mais même dans le jardin d'Acadie, souvenez-vous, il y a quand même une tombe qui est la tombe de la mort. Et on ne saura toujours pas ce que la mort voulait dire. Quand on entre en littérature, donc le but de la littérature, et si on enseigne la littérature en collège et en lycée, le but de la littérature, c'est de confronter l'enfant, grâce à la discipline, à la question de la résolution du sens, la construction du discours, et le renoncement au sens que provoque le fait de ne pas pouvoir obtenir la clé de lecture. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez la lecture, que vous en faites une sociologie du livre, si vous en faites une science du vivant, si vous en faites un objet du vivant, si vous détruisez la littérature pour en faire quelque chose d'actuel et de vivant, c'est tellement plus facile de se retourner vers Annie Ernaux ou vers Houellebecq en disant « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Ah ben là, tu as ta réponse toute prête. C'est parfait. Il n'y a qu'à demander. Mais peut-être qu'Annie Ernaux et Houellebecq ne seront pas des auteurs. Il ne nous appartient pas à nous, aujourd'hui, de dire ce que doit être la littérature dans 50 ans. C'est hypothéquer l'avenir que de croire que c'est nous qui définissons l'horizon de la culture et de la littérature qui seront les éléments de la civilisation de dans 50 ans. Aujourd'hui, les mêmes qui sont les tenants de l'inclusivisme voudraient, par exemple, imposer dans l'enseignement de la littérature cette littérature du vivant, parce que c'est plus moderne, parce que ça aborde des sujets que les gens comprennent, parce que c'est tellement plus hype, parce qu'on a des réponses, parce que c'est politique, parce que c'est social, parce que c'est inclusif, parce que c'est écrit comme on a envie que ça soit écrit. Mais pardon. Donc on va détruire la littérature pour en faire une sociologie du livre. Très bien. Ça fera plaisir aux marchands, ça fera plaisir aux éditeurs. Et qu'est-ce qui restera d'une civilisation qui aura hypothéqué l'avenir de sa culture et qui aura éteint et étouffé la voix des morts? Évidemment que c'est une société de traîtres. C'est une société qui, à mes yeux, n'a aucune valeur. C'est une société qui retourne vers la grande oralité, mais sans même avoir le souvenir de ce qui a été dit. C'est-à-dire une société de l'imposture et du blabla. Mais même ce que même des auteurs comme Habermas
combattent quand ils disent que justement la vraie littérature, c'est le silence. Et dans le silence, il n'y a pas que le silence du lecteur, hein, il y a aussi le silence de celui qu'il faut accueillir, c'est le silence de la parole du mort. Tout aujourd'hui, dans le discours de nos adversaires, et je vais revenir un peu sur ce que c'est que le wokisme, fonctionne comme cette subversion de la discipline en réalité. C'est-à-dire que nous représentons en quelque sorte cette vieille définition du livre. Je me concentre vraiment sur les questions de LSHS parce que ce sont celles qui me touchent, c'est-à-dire la langue et la littérature. Vous voyez, derrière moi, vous avez un ouvrage qui a été écrit il y a 1000 ans. Cet ouvrage est encore lu aujourd'hui. On lit Chrétien de Troyes. Est-ce qu'on lira encore Annie Ernaux dans 1000 ans? Ce n'est pas à moi qu'il appartient de le dire. Peut-être. Tant mieux si on lit Annie Ernaux. Je l'aurais croisé, waouh! Bon, mais seulement je ne serais pas là pour pouvoir dire, ouais, je l'ai vu. Voilà. Il faut avoir la modestie à un moment de se dire que nous ne sommes pas le destin que nous nous assignons à nous-mêmes et que nous assignons à la société. Laissons nos enfants lire et faire ce qu'ils veulent faire. Si je prends cet enjeu-là, c'est parce que dans l'horizon de la société inclusive qui se fixe la bienveillance comme moteur, et vous commencez à voir se dessiner les objets du care, les objets du wokisme. Moi, derrière wokisme, dans l'observatoire, nous mettons généralement les théories du genre et de la race, fondée sur les dessins d'une société inclusive, dont l'objectif est forcément la bienveillance, eh bien, vous voyez apparaître cette subversion de la discipline qui consiste à faire du vivant, de l'actuel, du social, l'horizon éternel assigné à toute science. Non plus la littérature, telle que je viens de la définir, mais une littérature science vivante et science sociale. Non plus une linguistique qui s'intéresse à l'histoire des langues de l'indo-européen jusqu'au français moderne, par étapes et par cloisonnement successifs, mais une linguistique magique, une linguistique opérative, qui est un outil au service du politique, dans cette espèce de folie orwellienne qu'est par exemple l'écriture inclusive, qui cherche à changer le cœur des hommes pour l'ouvrir et l'éveiller à la conscience des femmes en lui faisant changer ses habitudes orthographiques sans le lui dire. Bref, une société qui ne se concentre que sur le politique et sur l'actualité d'une sociologie du vivant, une science sociale, une science humaine et sociale, qui oublie la dimension prospective et rétrospective de la vraie carrière scientifique. Dans cette épistémologie des sciences, on voit émerger, nous, aujourd'hui dans l'université, quelque chose qui est en train de se passer qui est assez extraordinaire. On a des postes, et ces postes sont ouverts dans des disciplines qui étaient autrefois cartographiées en quelque sorte par le Conseil national des universités, mais ce qu'on appelait autrefois la faculté, c'est-à-dire que l'université revendiquait en quelque sorte la construction des champs disciplinaires. Ouais, comme vous le rappeliez, Gilbert, j'ai été longtemps au Conseil national des universités. Combien de fois j'ai entendu parler d'une thèse, parce que c'était notre boulot de valider des thèses, combien de fois j'ai entendu dire « Ah là 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 là, cette thèse s'inscrit dans la périphérie du champ disciplinaire. » C'était une façon de tuer la thèse, c'était une façon de l'exclure, on ne la reverrait jamais. Et alors après, quand c'était quelqu'un qu'on voulait défendre, parce que la thèse nous semblait au contraire en plein cœur du champ disciplinaire, on disait « Non, 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 c'est le cœur du champ disciplinaire. » Et on allait chercher la thèse petit bout par petit bout pour la ramener dans le débat. C'était une façon de construire une cartographie, mais vraiment une cartographie au sens propre, de ce que sont les disciplines. Aujourd'hui, les collègues sont recrutés dans des champs disciplinaires, pardon pour cette expression, enfin, sont recrutés dans des disciplines dont l'épistémologie est, pour ainsi dire, canonique, la littérature du XXe siècle, l'histoire moderne, l'histoire médiévale, etc. Et une fois en poste, on se rend compte qu'ils ne se revendiquent pas de leur discipline, parce que c'est un peu has-been, les disciplines, mais qu'ils éclatent en quelque sorte en studies. Déjà, le fait que ça se dise en anglais devrait suffire en réalité dans l'université à éveiller à la fois notre curiosité et en même temps à nous alarmer. Qu'est-ce que la langue anglaise dit de plus dans studies que ne disait pas le mot discipline? Eh bien, qu'il y a un paradoxe. En réalité, l'emprunt à l'anglais est une compromission intellectuelle, mais je n'accuse pas en quelque sorte l'anglais, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, c'est simplement que ceux qui opèrent cette subversion
auraient été chercher peut-être autrefois dans le grec ou dans le latin, aujourd'hui ils vont chercher dans l'anglais, quelque chose qui leur permette d'acter, de revendiquer, de militer pour la subversion à laquelle ils se livrent. En faisant ça, ils créent des passerelles transversales. Dieu sait comme le terrain a été préparé et par l'Europe et par les institutions depuis 20 ans qui nous parlent tellement d'interdisciplinaire, de transdisciplinarité, de pluridisciplinarité. On ne compte plus les préfixes qui ont explosé les disciplines. Et aujourd'hui, pardon, mais je le dis comme le prouve l'ouvrage, petit moment publicité, merci. Les disciplines ont explosé. On l'a voulu, nous y sommes. Elles ne sont plus qu'un petit fil ténu qui nous relie à une certaine représentation de ce qu'était l'humanisme, de ce qu'étaient les savoirs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des mouvements disciplinaires dont nous ne cernons pas encore la cartographie, dont nous ne comprenons pas la bibliographie, mais qui se revendiquent comme étant des collectifs. En réalité, c'est une balkanisation des savoirs à laquelle nous assistons. Et ça, je veux en dire un mot. Quand nous parlons aujourd'hui de cette question, vous m'interrompez, hein, si... N'hésitez pas, parce que je fais court toute la journée, moi je suis parti jusqu'à minuit et demi. Nous vous écoutons, nous t'écoutons. Merci, c'est gentil. La question donc, de ce champ disciplinaire, vous savez, souvent on me dit, oui, mais le wokisme d'aujourd'hui, c'est le maoïsme intellectuel des années 70. C'est un mouvement de jeunesse, ça passera. Ce à quoi je réponds, deux choses qui ont à voir avec cette balkanisation des disciplines. La première, c'est que qui dit maoïsme, qui dit marxisme, dit « j'ai chez moi le petit livre rouge ». Ah bah d'ailleurs, il est dans ma Bible, j'allais le chercher tout à l'heure, je l'ai, j'ai mon petit livre rouge comme tout le monde, j'ai mon Marx à la maison. Autrement dit, c'est un mouvement intellectuel qui s'appuie sur une bibliographie, qui s'appuie sur un corpus. Je vous mets au défi de demander à un jeune dans l'université aujourd'hui, en L3 ou en M1 ou en M2, de vous citer le corpus bibliographique sur lequel il appuie sa pensée du ressenti, sa pensée de l'inclusivisme, sa pensée du néo-féminisme, sa pensée du néo-inclusivisme. Aujourd'hui, le corpus est en réalité totalement fractionné. Il faut de vrais spécialistes, comme nous en avons dans l'Observatoire aujourd'hui. Je pense à des gens comme Pierre Valentin, comme Leonardo Orlando, je pense à des gens qui sont vraiment au fait de ce qui se passe en sciences politiques, de ce que nous dit Pascal Perrineau, c'est-à-dire des gens qui ont une lecture assidue de la littérature américaine aujourd'hui pour arriver à avoir une vision vraiment globale de ce qui s'écrit. Mais demander à un étudiant aujourd'hui d'où il tire la construction épistémologique de ses raisonnements sur le néoprogressisme, l'inclusivisme, la linguistique, la performation, la plupart, je vous mets au défi d'en trouver un qui sache vous citer deux titres. C'est important parce que cet effondrement idéologique de la question dont nous parlons montre qu'en fait, la construction de ces savoirs est bien une affaire d'adultes. Vous voyez, lorsque je vous parle en ce moment de cette question de la reconfiguration des savoirs disciplinaires dans l'université, c'est parce que ce que nous voyons dans la jeunesse, quand je parle de ces enfants woke et de leurs parents, du dialogue avec les parents, la maîtrise de cette reconfiguration est une affaire d'adultes. Et ça, c'est le deuxième point extrêmement différent d'avec le maoïsme ou le marxisme des années 60-70, dans l'université de cette jeunesse engagée des années 60-70. A-t-on déjà vu un mouvement romantique de révolte juvénile à ce point pensé par les adultes, financé par la recherche et relayé par l'entreprise capitaliste, Nike, Adidas, Reebok et toutes les grandes entreprises qui aujourd'hui se régalent d'ouvrir de nouveaux secteurs de marché avec ces questions-là. C'est en fait une question, c'est une histoire d'adultes. C'est une histoire d'adultes qui a des répercussions sur la façon dont les enfants se représentent le monde et se sentent légitimés dans une parole qui n'est pas légitime parce qu'ils n'ont même pas la bibliographie pour la construire. Vous voyez pourquoi, quelque part, on a envie de réagir sur ça. Pourquoi on a envie d'écrire un bouquin pour les parents, pour leur dire, mais protégez vos enfants, quoi. Enfin, parlez-leur. Ne laissez pas d'autres adultes leur construire un univers qu'ils ne maîtriseront pas à la sortie.
Xavier Laurent, alors par rapport à ce que tu disais de la nécessité de prendre au sérieux ce mouvement, je me permets de citer une phrase du bouquin, alors complémentaire du tien, de Bronstein, qui disait: pour ces raisons, la menace de la religion woke est à prendre au sérieux. Il est compréhensible qu'elle puisse séduire ceux qui ne trouvent plus de sens dans un monde purement marchand et calculateur, vide de toute dimension religieuse ou spirituelle. La fin des Lumières sera bientôt consommée. Si nous ne réagissons pas, le saccage continue. Paradoxalement, c'est la menace de la religion woke qui devrait nous permettre de redécouvrir et réaffirmer la valeur de la civilisation occidentale. Le danger est donc réel. Le danger est réel, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis complètement aligné sur Bronstein, sur ces questions-là. Le danger est réel, le danger est acté. Hein. Enfin, moi, je sors aujourd'hui d'une journée j'ai fait 8 heures de cours dans une université parisienne. Oui, enfin, le danger est réel, le danger existe. Pas un danger au sens, comment dire, actif. Ce ne sont pas des hordes de barbares, ce n'est pas un mouvement complotiste mené par des élites. Ce n'est pas ça que je suis en train de décrire. Mais c'est que de renoncement en renoncement, aujourd'hui, on est en train de légitimer une parole irraisonnée, irrationnelle, et on est en train de lui accorder le don, le droit de contester les enseignements fondamentaux de l'université. Jean-François a raison. Jean-François est avec nous dans l'Observatoire depuis le début, hein, donc on en discute souvent. Je pense qu'il faut faire attention. Alors, là où Jean-François est un Foucaldien. Alors, évidemment, la perte du sens, l'effondrement des Lumières, tout ça, évidemment, ça lui parle, la religion, j'imagine, évidemment. Moi, je vais nuancer, si vous permettez, je vais simplement dire quelque chose que j'explique un tout petit peu dans l'ouvrage. Je dirais qu'il se trompe en parlant de religion, et je pense qu'en réalité, il s'agit d'une secte. Et je vais expliquer pourquoi. Je pense que l'engagement sectaire, il est prouvé que l'engagement sectaire fonctionne en 3 temps. Ce sont 3 clivages. On distingue dans un premier temps, dans la démarche sectaire, le clivage narcissique. L'idée du clivage narcissique, je sais que Gilbert, c'est mieux que moi, mais la question du clivage narcissique, c'est évidemment celle qui consiste à amener la personne que vous voulez convaincre et embarquer dans le renoncement, dans la révélation à ce qu'il est pour de vrai. Tu te croyais français? Non, non, non. En fait, tu es noir. Tu te croyais citoyen de la République? Non, 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 non. En fait, tu es un esclave dans une société qui te veut. C'est le discours promu par Frantz Fanon, mal digéré par Thuram, qui amène en réalité à construire tous ces discours sur la véritable identité communautariste, qui est la vraie famille, je les cite eux-mêmes, hein, la vraie famille de pensée à laquelle il faut appartenir. C'est un discours qui entre en sécession de la République. Pourquoi? Parce qu'il amène la personne à se révéler, abandonne ton masque blanc, révèle ta peau noire, abandonne ton masque citoyen et mets ton hijab, abandonne ton masque de fils de bonne famille, mets ton drapeau queer, révèle-toi, clivage narcissique, tu te croyais français, tu te croyais enfant, tu te croyais de ta famille, en réalité, voilà qui tu es, moi de la communauté, je vais te dire qui tu es. Ça, ce clivage narcissique, vous le trouvez à l'œuvre dans tous les discours d'Ouria Boutelja. C'est le discours que vous trouvez chez Norman Adjari quand il explique que tu te crois enfant de la République, mais pas du tout. La laïcité est à la France ce que les lois d'apartheid étaient à la ségrégation en Afrique du Sud. Je veux dire, lisez l'Observatoire du décolonialisme, hein, le texte d'Adjari est présent. Le deuxième temps, c'est le clivage social. C'est-à-dire, tu te croyais être, ça c'est le premier temps, c'est le clivage narcissique, révèle-toi à qui tu es vraiment. Le deuxième temps de l'engagement sectaire, c'est le clivage social. Quitte ta fausse famille, celle qui t'a élevé, et entre de plein pied dans la vraie famille qui t'accueille, c'est-à-dire celle de la communauté. Au début, c'était tu te croyais français, en fait, tu es un pur musulman, tu te croyais français, en fait, tu es de la communauté machin, c'est le clivage narcissique. Deuxième temps, c'est le clivage social. Quitte ta famille et entre dans le mouvement. Un mouvement diffracté. Vous voyez, c'est un engagement sectaire. Et le troisième temps, évidemment, c'est celui de la spoliation. Spoliation identitaire, spoliation des biens qui aboutit à la dissolution de soi, souvent, et pouvant amener jusqu'au suicide. Pas un hasard si Thuram parle du suicide de la race, qu'il écrit sur le suicide de la race. Ce sont des mots qui entrent dans une rhétorique, et on pourrait analyser cette rhétorique-là, qui rentre dans une rhétorique qui est une rhétorique de la sécession sectaire. La spoliation, elle est à l'œuvre dans le wokisme. C'est la spoliation de culture, c'est le renoncement au fait majoritaire. C'est une spoliation qui t'amène à penser
que dans la résorption woke, tu t'éveilles à une vraie conscience. Rappelez-vous que c'est quand même woke, signifie être éveillé, s'ouvrir à un nouveau palier. Rien que ça devrait nous alerter. Bref, ce troisième temps de la spoliation, il existe dans le renoncement au fait majoritaire. C'est-à-dire, tu renonces à considérer que l'État-nation, la République, la société, peuvent avoir quelque chose à te dire pour ton bien, puisque tu es le seul propre moteur de ton propre bien dès lors que tu entres dans la communauté qui t'accueille. Vous voyez la petite nuance qu'on apporte par rapport à la dimension religieuse. Il y a une dimension mystique dans le wokisme, je pense qu'on en est tous intimement persuadés, dont un des avatars, c'est la révélation identitaire, dont un autre avatar, c'est l'écologie politique. On aurait beaucoup à dire. Il faut me cadrer, il faut m'arrêter. Bon, voilà, sur l'écologie politique aujourd'hui, voilà, c'est récent déboire avec la mairie de Besançon, moi, profondément déplu. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'avais été interviewé pour Le Figaro sur l'histoire de la statue d'Ousmane Sow. Vous savez, la statue de Victor Hugo, qui était ressortie des ateliers de restauration noirs. J'avais fait un article reprenant ce que je vous ai expliqué, disant « Nous sommes les avocats des morts. Quand Ousmane Sow signe sa statue, il ne signe pas la statue des travaux de restauration. » Donc le discours d'Ousmane Sow est brouillé par le travail du restaurateur et la volonté politique de la mairie de Besançon. Et alors, il y a eu des mouvements extrémistes qui sont allés blanchir la statue de Victor Hugo. Bref, voilà, j'ai une New York Times qui m'appelle. Oui, vous qui êtes le chef des white suprémacistes en France, bref, passe 4 heures avec une nana qui s'appelle Catherine Porter du New York Times à lui expliquer la laïcité, la République, ce que ça veut dire être blind, colorblind en France, et pourquoi c'est une fierté d'être universaliste et démocrate, surtout quand on parle de Victor Hugo. Et le lendemain de cette histoire, donc ça paraît dans le New York Times, on apprend que Besançon a emprunté 2,5 millions à une banque anthroposophe, la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, ce qui m'a profondément réjoui que ça éclate comme ça dans la presse, parce que franchement, la maire de Besançon, si je pouvais l'avoir en face pour discuter 30 secondes avec elle, mais c'est quelqu'un qui, écoutez bien, dans l'interview du New York Times, qui m'est opposé en contrepoint de ce que me demande Catherine Porter, dit « I am woke ». Voilà la maire, une grande ville en France, la maire de Besançon, qui, au New York Times, se déclare woke. Et en se déclarant woke, je pense qu'elle pense attirer les faveurs du lectorat américain, au même titre d'ailleurs que Pape Ndiaye pensait s'attirer les faveurs du public américain en critiquant le racisme systémique de la France. La même mairesse qui, dans la même interview, dit « Si Hugo était vivant, il serait woke, comme moi ». À ce degré de révisionnisme et de bêtise, on ne sait plus où donner de la tête. Et heureusement que la journaliste américaine était très intelligente et très patiente et qu'on a passé vraiment, quand je dis 4 heures, c'était 2 interviews de 2 heures qu'on a fait. 2 heures avec son assistant, 2 heures avec elle, où elle repart sur « mais vous qui êtes raciste », etc. Et l'interview se termine très très bien et l'article est impeccable. C'est-à-dire on passe pour des conservateurs de la République, ça me va très bien. Mais si vous voulez que la mairesse de Besançon, qui est à l'origine de ce révisionnisme culturel sur Victor Hugo, qui est maire écolo, soit en plus tributaire de l'anthroposophie et du Goethanum allemand de la nef, je ne peux pas m'empêcher d'y voir le signe, si vous voulez, d'une union, alors que la Miviludes a fait exploser, et merci merci à l'État d'avoir un petit peu restauré la Miviludes dans ses fonctions, c'est pas assez, mais au moins ça aura permis de faire éclater la dimension sectaire de ce petit mouvement. Et moi, je ne me lasserai pas de rappeler dorénavant qu'il y a une maire woke en France, c'est la mairesse de Besançon, qui, dans son action culturelle dans la ville, pervertit et œuvre à un révisionnisme absolument lamentable, en même temps qu'elle emprunte de l'argent à une secte, enfin à une banque, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une banque sectaire. Tout ça m'amène à dire que ces grands mouvements woke sont en réalité des mouvements menés par les adultes qui influencent le comportement des enfants. L'émergence des studies dans l'université est évidemment un moyen pour ces adultes de participer à la reconstruction de cette université, de proposer une épistémologie des disciplines qui soit en accord avec une vision qui leur est propre, dont les ferments sont peut-être sectaires, et qui influence sur la façon dont les enfants se positionnent par rapport à la science.
Quand je dis sectaire, je plaisante à peine. Et je voudrais prendre vraiment cet exemple, si vous permettez encore. Et dès que vous en avez marre, vous me dites. C'est la question, vous savez, alors souvent, je reprends toujours cet exemple des caillou studies, des plant studies, qui émergent dans des masters. L'autre jour, j'ai une collègue de l'Institut catholique de Paris qui m'envoie paniquer l'annonce d'un colloque en Sorbonne, à l'Institut catholique sur éco-poétique, linguistique des cailloux, linguistique des plantes. Et elle me dit « Ah, mais c'était donc vrai ?» Non. Mais nous aussi, on est touchés. Ben, je pense qu'ils sont les premiers à être touchés, évidemment qu'ils sont touchés. Et ils sont plus touchés que les autres. Et ils seront plus touchés que les autres, évidemment. Mais ces mouvements sur l'éco-poétique, la réhabilitation du discours des animaux, des plantes, qui ne sont pas une éthologie, hein, qui sont une vraie linguistique, qui prétendent être une vraie littérature. On ne parle pas d'une métaphore sur les animaux chez La Fontaine, c'est pas ça. On dit l'homme occupe une trop grande place dans la littérature, il faut s'occuper d'autres littératures, les cailloux, les plantes, les animaux. Mais ça s'inscrit, je le dis jamais, mais à vous, je peux le dire ce soir, ça s'inscrit dans quelque chose qui a à voir, vous savez, avec la restauration de ces études sur les sorcières, sur la magie, sur la sorcellerie, les Wicca Studies, les Waka, tous ces mouvements, vous savez, qui partent en fait d'un féminisme à un moment qui se dote d'une littérature combative, etc. C'est extrêmement intéressant à voir naître, et qui devient aujourd'hui, qui émerge comme une studies à part entière, au point qu'on en arrive à s'intéresser à la littérature des plantes et des cailloux. La magie, on connaît dans l'université. J'ai écrit des livres sur la magie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Magie et merveilles au Moyen-Âge ». Ce sont des recettes de magie. Si vous avez besoin de recettes pour soigner des vaches ou pour vous débarrasser des esprits, achetez mon livre. Achetez les deux. N'achetez pas celui de Jean-François, achetez mes deux livres. Et l'autre sur la magie. Il est très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'université fait la différence entre la techné, la technologie. La magie est une techné, et ça s'étudie, une technique. On a tout étudié de la magie. Je ne crois pas qu'on ait laissé un secteur du vaudou aujourd'hui dans l'université qui ne soit pas connu. On a tous les dictionnaires sur le vaudou. On a étudié les pratiques, les rites, les rituels. Les anthropologues ont filmé. Moi, j'ai des films, j'ai des heures et des heures de films sur les pygmées et sur la pratique de certains rites magiques de justice chez les pygmées que j'ai récupérés de collègues anthroposophes, etc. Seulement, on a dit dans l'université que la magie n'était pas une science, ce n'est pas une épistémologie. Du coup, on n'enseigne pas la magie à l'école. Mais réfléchissez bien, dans l'université médiévale, on enseignait l'astrologie. Dans l'université médiévale, on n'enseignait pas la médecine. Dans l'université médiévale, on enseignait l'astronomie, mais une astronomie qui était une astronomie symbolique. On n'enseignait pas le déplacement des planètes. On enseignait la géométrie, mais une géométrie mathématique et une géométrie symbolique, etc. Ce que je veux dire, c'est que pour en arriver à ne plus enseigner ce que nous appelons magie au profit de la science, il a fallu se battre pendant des siècles et des siècles. L'université médiévale appelait science que nous appelons magie et appelait technique ce que nous appelons médecine, ce que nous appelons chirurgie, ce que nous appelons astronomie, mathématiques, etc. Donc ce trajet qu'on a fait dans un sens, ne pensez pas qu'on ne puisse pas le faire dans l'autre. Je pense que la déconstruction à l'œuvre dans le discours aujourd'hui de ceux qui prônent le retour à la magie, il y a l'idée qu'on peut très bien revenir après-demain à une société médiévale. Un excellent ouvrage, un excellent ouvrage. Bien, justement, je propose qu'on en vienne donc à cet ouvrage. Donc, je te signale qu'il n'existe plus à la FNAC, puisqu'un de nos amis vient de dire comment faire pour qu'il soit à nouveau réédité. Il serait épuisé à la FNAC. Voilà. Alors, cet ouvrage est construit. Alors, d'abord, c'est tout sauf le wokisme pour les nuls. Hein. Voilà, c'est quand même un ouvrage qui est construit d'une certaine manière avec une série de thèmes qui vont de, alors c'est la langue, la géographie, l'histoire, les sciences exactes, la biologie, la littérature, etc., féminisme, islamophobie, patriarcat, et avec un exposé donc de ce à quoi le wokisme nous confronte, avec quelques conseils et quelques recettes. Et fort de la lecture de cet ouvrage, je me suis dit, je suis armé pour pouvoir me confronter à un adolescent, une adolescente qui me tiendrait un tel discours. J'ai fait l'expérience et je me suis bien planté.
Parce qu'en face de moi, il y a une forme de déni, quand on oppose avec autant de véhémence le ressenti à l'existence, à la croyance, à la science, tout simplement. Il n'y a rien à dire. On est effectivement dans un phénomène sectaire. Et puis, finalement, bon, c'était bien pour moi, mais pour servir donc de guide, pour remettre nos enfants, nos adolescents sur le droit chemin, ça me paraît un peu compliqué. Ah, je suis désolé. C'est sans doute compliqué. Si ça tenait qu'à moi, tu sais, moi-même, j'ai fait l'expérience, pas avec mes enfants, ils sont à côté, là, je pense qu'ils écoutent la conférence, mais ça ne vient pas d'eux. Je pense à mes étudiants. Moi, j'ai fait des cons, je me suis retrouvé dans la situation, hein, je me suis confronté, notamment, là, j'ai en tête 2 étudiantes qui me demandent de les appeler Elliot et Will. Et alors, j'y mets même pas de la mauvaise volonté, c'est-à-dire, honnêtement, je m'en fous. Oui. Mais j'y arrive pas. Enfin, c'est juste que j'y arrive pas. Quand je fais l'appel, elle s'appelle Flore et l'autre, elle s'appelle Sandrine. Je les appelle Flore et Sandrine. À chaque fois, je sens bien que, quoi que je dise, ces étudiantes ne sont centrées que sur elles-mêmes. C'est ce que dit Bertrand Russell. Alors, je vais t'en parler. Mais Bertrand Russell dit que la doctrine caractéristique des irrationalistes modernes est l'accent mis sur la volonté par opposition à la pensée et au sentiment. La glorification du pouvoir, la croyance en l'intuition dans la formulation de propositions, par opposition à l'observation testable et au raisonnement inductif. Elle est là, hein, l'aveuglement sectaire. Comment tu sors quelqu'un de la secte, toi? Moi, je propose des choses pour réarmer les parents, pour leur faire prendre conscience qu'ils ont des réponses. En fait, mon livre est plus protecteur pour les parents que pour les enfants. C'est-à-dire, voilà, tu te fais agresser par ton gosse qui te dit ouais, l'Occident c'est mal, de toute façon les Blancs c'est des salauds et en France les champs de coton ont toujours été exploités par des Africains. Bon, tu es démuni, il faut vite te ressaisir pour pouvoir parler posément. La rationalité face au discours sectaire, enfin face au discours d'aveuglement, qui place le ressenti en plus au cœur de tout, malheureusement, ça ne marchera pas. Tu le sais mieux que moi. Il faut donc trouver des biais pour entrer dans une forme de discours empathique, mais ferme. Je pense que là-dessus, j'ai pas de clé, j'ai pas de solution à donner. On ne peut être qu'un repère dans l'attente que le retour à un moment se fasse vers la rationalité. Quand la question se pose, je pense à la question de la maladie, la question de la mort, la question du discours rationnel, la perte d'un être cher, etc. Parce que finalement, ce qu'on voit chez ces jeunes révoltés, souvent, c'est que ce sont des enfants de bonne famille. Hein. Moi, je dis tout le temps, c'est un problème qu'on rencontre à l'Institut catholique. Chez moi, à Villetaneuse, à Paris 13, le wokisme passe difficilement. Pourquoi je dis ça? Parce que chez moi, dans mes amphis, les étudiants savent très bien ce que c'est qu'une femme et ils savent très bien ce que c'est qu'un homme. Un homme, ça a la barbe et une femme, ça met son hijab. Donc, la question aujourd'hui de cette jeunesse qui place le cœur et le ressenti au cœur de sa démarche politique, elle est en train de rentrer dans une communautarisation politique. Ceux qui sont à l'œuvre là-dedans veulent éjecter les parents du circuit parce qu'ils veulent être les porte-parole de la communauté. Ils veulent porter la parole de ces enfants. Et donc, on est dans un conflit de légitimité à la médiévale. C'est-à-dire, ça va se terminer par une ordalie à un moment. C'est ça, je veux dire, on va aller se prendre, on va voir qui résiste, je te mets dans le feu, on voit qui tient. Et donc, dans ce conflit de légitimité, évidemment, dans la communauté, ils veulent une démocratie. Quand ils luttent contre le fait majoritaire, ces enfants sont persuadés, en réalité, que la démocratie, parce qu'elle est majoritaire, est mal. Oui. Et qu'elle est le mal. C'est ça qui est effrayant. Donc, pour comprendre les petites questions là, que j'ai mises qui permettent aux parents de réfléchir à un petit discours avant, mais vis-à-vis de l'enfant, je pense que on ne peut être que ferme. C'est-à-dire le pire, c'est les parents qui abdiquent, les parents qui renoncent, les parents qui rentrent dans le jeu par faiblesse ou qui s'en foutent en disant c'est une tocade. C'est pas certainement. Oui. C'est pas une tocade. C'est pas une tocade. Donc il faut se préparer intellectuellement, se réarmer un peu et rentrer dans le dialogue avec l'enfant en incarnant un discours de raison, même s'il le déteste, même s'il te rejette. Ce rejet leur permettra de se construire un peu plus tard. Mais il ne faut pas abdiquer, je pense. Mais effectivement, je pense que là, je suis désolé pour cette expérience malheureuse avec la petite fille. Mais moi, avec mes étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire, je peux faire 2 heures de conférence, tout leur expliquer sur le genre comme je le fais, gentiment, je suis ouvert,
je suis absolument pas dans l'arrogance. Enfin, je crois pas. Enfin, peut-être que si, mais je m'en rends pas compte, quoi. Et me rendre compte au bout de 2 heures qu'il y en a une qui va lever la main et qui va dire, et texto, hein, j'ai eu ça, hein, on m'a invité à faire une conf sur mon bouquin, donc j'y suis allé vraiment avec toutes les précautions, voilà, je l'ai joué un peu cool en expliquant ce que je faisais, voilà, je respecte les personnes, mais ce que je veux, c'est les discours autour, les manipulations. Puis au bout de 2 heures, ouais, mais en fait, ça, c'est votre point de vue de scientifique, en fait. Et moi, je pense que… Et là, si tu veux, tu te dis, mais c'est fichu, c'est foutu, c'est foutu. Alors justement, dans ce registre-là, une de nos amies nous questionne, enfin te questionne, et un autre avatar du révisionnisme woke est la récusation de la binarité biologique du sexe, l'exaltation de l'identité de genre, fluide et autodéfinie, et la promotion du voyage transgenre aussi précoce que possible, ce qui était à l'ordre du jour de notre dernier webinaire. Absolument. Cette question de la fluidité, vous savez, je pense que dans toute société, alors je vais faire des schémas, hop, il y a d'un côté le tout culture et de l'autre le tout nature. Le tout nature, on connaît. Le tout nature, c'est les gènes qui disent que vous êtes. C'est en examinant votre crâne que je saurai ce que vous pensez. On sait ce que ça donne, le tout nature. Le tout nature, hein. C'est pas top. En ce moment, je pense qu'on est dans le tout culture. Le tout culture dit « Ah, je peux être ce que je veux, l'ADN n'est rien, je suis ce que je veux, je suis fluide, je suis tout culture, la langue façonne ce que je suis. » C'est pour ça que les linguistes les emmerdent. Vous comprenez ? Oui, oui. Nous incarnons, quand je dis nous, je veux dire nous autres ici, l'observatoire, le laïc, tout ça. Nous incarnons une espèce de juste milieu qui tient le discours, en quelque sorte, de la clé de voûte de la raison, c'est de dire, mais le tout nature comme le tout culture produisent les fascismes. Et voilà. Orwell, c'est une histoire du tout nature, du tout culture, pardon. L'homme qui croit tellement, enfin, une société qui ne croit plus qu'à la langue et à la drogue, dans laquelle on peut être ce qu'on veut, parce que voilà, le LSD ouvre ces portes-là. Quand il écrit Heaven's Door, c'est ça. Hein. Bon. Et le tout nature, en ce moment, on commence à l'entendre. Je ne sais pas si vous avez vu cette phrase, cette tribune dans le Figaro, il y a 4-5 jours, d'un biologiste qui écrivait en disant « l'ADN dit ce que vous êtes ». Et là, on commence à réentendre le tout nature en ce moment. Et j'ai peur que la réaction contre le tout culture soit un retour au tout nature. Le wokisme est dans ce tout culture-là qui fait de la langue, de la performation, de la foi dans la secte, la possibilité de s'accomplir en tout. Et là, évidemment, la binarité est évidemment contestée puisqu'elle est vécue comme un fardeau, comme une espèce d'oppression, et la nature qui t'oppresse, comme toute personne oppressante, est évidemment à contester et à déconstruire. Donc, on peut déconstruire la nature. Évidemment que, on en parle dans l'ouvrage, mais la petite sirène fait un travail remarquable. Céline Masson et Liatchev là-dessus sont absolument impeccables et on est à leur côté en permanence. D'ailleurs, on a co-signé ensemble une lettre écrite récemment là, à la ministre pour dénoncer l'attitude de la CAF maintenant, qui a publié, je ne sais pas si vous avez suivi, voilà, une page sur accompagner les parents dans la transidentité. C'est même plus le voyage de l'enfant vers l'infante, c'est le voyage de la famille pour que l'enfant réussisse sa transition, indépendamment des souffrances et des problèmes qui sont derrière. Voilà, tout culture, tout nature. Oui. Alors, une question de notre ami Charles. Ah, Charles. Comment refonder la rigueur des disciplines? Par quelle médiation, notamment associative? Bon, Charles a raison de dire que c'est un des enjeux majeurs. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a fait tout ça, c'est parce qu'il faut refonder les disciplines. Il y a des pistes qui sont connues sur la refondation des disciplines, on le sait. C'est aujourd'hui réintroduire une cartographie nationale qui soit coercitive, pas contre les individus. Je pense que je place, comme tout le monde, la liberté académique au plus haut des registres de mes valeurs, mais qui pèsent sur l'évolution des carrières et qui permettent, par exemple, de redéfinir aujourd'hui ce que c'est que cette fameuse cartographie des disciplines. S'il doit y avoir des studies en magie et en Wicca, moi, je ne m'y oppose pas, mais qu'on sache concrètement à qui on a affaire, quel est leur corpus et quelle est leur bibliographie. Un autre moyen de le faire, c'est aussi de ramener le débat scientifique dans des revues communes.
parce que la balkanisation des disciplines dont j'ai parlé tout à l'heure, elle aboutit aujourd'hui à ce que l'évaluation se fasse d'une manière qui elle-même est balkanisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais des studies, je vais créer ma revue en ligne de studies sur mon champ à moi, les cailloux, les plantes. Tout le monde va publier dans cette revue, ça me fera des publications. Comme c'est moi qui vais les évaluer et que ce sont mes potes qui publient, je les trouvais très bons. Et donc, l'évaluation par les pairs, aujourd'hui, elle est morte. Donc, ramener une échelle des publications, évaluer non pas les personnes, mais les revues, travailler avec une nouvelle forme de publication qui rende ça possible, c'est-à-dire sortir des pattes des éditeurs, Jean Elsevier, etc., et remettre la science, le partage au centre du débat, et voyons ensuite ce qui ressort de ça. Ce sont des pistes. Alors, je reviens à ton livre, Xavier Laurent. Comment as-tu choisi ces thèmes? C'est du vécu. C'est du vécu. C'est du vécu dans ma fac. J'ai commencé comme ça, en fait. Moi, j'ai vu la géographie. J'ai commencé par là. Je te dis, moi, j'étais les linguistes en premier. C'est pour ça que je commence par la langue. Ensuite, je travaillais avec des géographes. Puis, j'ai regardé la géographie. Alors, il se trouve que moi, la géographie, si tu veux, ces choses-là me touchent parce que tu vois, avec ma gueule de métèque et mon nom de Rastaquouère, quand j'ai commencé à étudier l'ancien français dans l'université des années 90, on ne m'attendait pas à bras ouverts dans ce petit domaine des études médiévales sur la Bible. Tu vois, le Salvador qui vient travailler sur la Bible, c'est à peine s'il ne me mettait pas un poncho. Et aujourd'hui, me retrouver au cœur de ces trucs-là. Et donc, il se trouve que moi, j'avais un arrière-grand-oncle qui était au Collège de France, qui s'appelait Gourou, qui était géographe. Donc, si tu veux, j'ai baigné toute ma vie dans tous les bouquins. Je ne connais pas, je n'ai jamais eu affaire à lui, ni à sa famille directe, mais chez moi, il y avait tous les bouquins, tu vois, de Pierre Gourou, qui était le spécialiste du Tonkin, du Vietnam, etc. en plus, tu vois. Donc, j'avais un regard expert sur la géographie, même si ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai vu la géographie changer. Quand on a travaillé sur les sciences dures, j'ai vu la médecine changer. J'ai écrit un livre sur la magie et j'ai vu le regard que les gens portaient sur mon livre sur la magie quand j'en ai parlé, quand je l'ai sorti, ce que les gens y cherchaient, etc. Donc, c'est vraiment du vécu. C'est du vécu. C'est sur l'islam, sur le patriarcat. Je pourrais te parler aujourd'hui des prières des 10 gamins qu'on a chopés sous un escalier à Paris 13 parce qu'ils y font leurs prières. Là, hier, il y a une collègue dans mon université qui est intervenue dans son DAEU parce qu'il y a une enseignante qui enseigne voilée. Donc voilà, donc il a le soutien de l'administration et ça va cesser. Mais voilà, toutes ces choses-là, je les ai vues. Je les ai vues. Voilà, j'ai beaucoup voyagé. Voilà. Alors, une petite réponse à notre ami qui ne trouvait pas le bouquin de Xavier Laurent à la FNAC. Il est accessible chez Gibert, il y en a encore. Sur la nef, alors, on nous signale que la ville de Lyon, majorité semble avoir aussi contacté la nef. Mais oui, mais enfin, l'anthroposophie, alors qui pareil, enfin, les écoles Steiner, tout ça, je m'abstiendrai d'en parler parce qu'il se trouve que j'ai plein d'étudiants qui sortent des écoles Steiner, ce sont des esprits plutôt brillants et plutôt ouverts, donc je ne me prononcerai pas sur ça. Mais il faut savoir qu'il y a 17 universités en Allemagne anthroposophes, 17 universités qui dépendent de ce qu'ils appellent eux-mêmes le Goethanum. Donc là, je ne parle pas des écoles Steiner, je parle à proprement parler de l'institution anthroposophe. L'anthroposophie a 4 associations d'écologie politique active. La France finance, combien on avait compté? 34 associations qui dépendent de l'anthroposophie en envoyant les jeunes en service civil et militaire. Il y a 2 universités anthroposophes en Suisse, une à Bâle et l'autre, je ne sais plus où elle est, disons Zurich, la première est à Bâle, d'où sortent tous les ans quelque chose comme une centaine de banquiers, dont la mission est de créer des banques, dont la nef, ou de créer des succursales de la nef. Donc évidemment, ils sont partout. Voilà. Et donc quand Besançon, quand les mairies écolos empruntent à la nef, ils sont dans un mouvement, à mon avis, ils ne doivent pas voir où est le problème. Donc, il ne faut pas s'étonner. Lyon, c'est la deuxième, mais je suis sûr qu'en creusant un peu, on va en trouver encore une bonne trentaine. Hein. Ça, c'est... Alors, ton livre commence par donc Adieu l'école de la République. Oui. On aurait pu le voir en conclusion. Ouais. En fait, tu introduis par la mise en danger de l'école de la République par l'ensemble de ces théories. Et je pense qu'il faut acter, pardon, mais il faut acter qu'aujourd'hui, l'université de demain ne sera peut-être pas celle qu'on a connue, et je pense que une des raisons pour lesquelles tout tombe comme un domino aujourd'hui, c'est que l'école, telle qu'on se la représente nous-mêmes,
a largement vacillé, mais largement dans ses missions. Je n'incrimine pas les collègues. Mon épouse, qui est juste à côté, est institutrice. Elle et moi, on a enseigné entre l'Asie, Hong Kong, l'Italie, la France. Moi, je suis né en Centrafrique. Enfin, je veux dire, mais l'école, telle qu'on se la représente, l'école de la République, dans la mission, c'est former aux institutions. Aujourd'hui, elle est tellement mise à mal que moi, je considère qu'on peut lui dire adieu. Il y a un théorème très simple qu'on a mis en évidence sur le site de l'Observatoire, qui est de dire, aujourd'hui, on est en train de vivre une espèce de colonisation à l'envers. On réexpérimente l'apprentissage, l'enseignement du français à des populations récemment arrivées en France, qui viennent d'immigrer, etc. Pour enseigner le français, il faut être sûr de ce que l'on est et sûr de ce que l'on transmet. Les théorèmes de la déconstruction, aujourd'hui, nous ont appris que enseigner, c'est coloniser les esprits. Et que coloniser, c'est pas bien. Donc, enseigner, c'est mal. Enseigner la République, enseigner l'universalisme, enseigner la langue, il faut une force, une colonne vertébrale pour le faire. Aujourd'hui, les instituteurs, les pauvres, mais les pauvres, ils sont les derniers maillons d'une chaîne qui les a totalement lâchés. Alors, il y a des exceptions. On connaît tous des écoles, des proviseurs engagés, des directeurs d'écoles qui font le job, etc. Mais ça relève de la foi personnelle. On sait tous très bien que la grande colonne vertébrale de l'éducation nationale les a lâchés. Et quand le ministre de l'Éducation nationale lui-même, Pape Ndiaye, va aux États-Unis pour dire que la France est raciste systémiquement et que derrière ce discours-là, quand vous l'écoutez, vous comprenez que la France n'est raciste que parce qu'elle est laïque, comment voulez-vous qu'un instituteur d'aujourd'hui ait la force de conviction d'enseigner la laïcité? Moi, je vois, rien que dans mon université, une prof voilée qui enseigne à l'université dans un DAU de droit. Elle est là depuis 6 ans, moi j'ai appris ça aujourd'hui. Ils ont réagi hier, ça fait 6 mois qu'elle enseigne et qu'elle vient, elle laisse la porte ouverte, elle va dans les bureaux de l'administration, etc., etc. Personne n'a osé lui dire quoi que ce soit, personne ne sachant quoi lui dire en réalité. Vous voyez? Alors imaginez dans une école, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc oui, Alors, adieu. il y a un projet, enfin une question de notre ami Charles, le projet d'une réinstitution de l'école républicaine est-il pertinent face au malentendu de la notion de déconstruction? La réinstitution de l'école, elle est nécessaire. Mais c'est une réinstitution de l'école qui ne doit pas être un mot en l'air. En fait, tout cristallise non pas autour du mot école, mais autour du mot institution. Le grand succès de Bourdieu, ça a été de prendre la place des institutionnels et de la garder pour lui en critiquant l'institution. Aujourd'hui, les gens ont adhéré au discours anti-institutionnel. Mais la seule chose qui nous sauve, en fait, c'est l'institution. Qu'est-ce qui nous rend fort dans l'éducation? C'est quand on ne parle pas en son nom propre. Qu'est-ce que vous avez à transmettre en tant que prof si la seule chose en laquelle vous vous sentez compétent, c'est vous-même? Aujourd'hui, les jeunes profs qu'on recrute, en fait, croient qu'ils doivent être exemplaires. Et que c'est en étant des modèles pour les élèves que les élèves vont comprendre qu'il faut être ouvert. Je vais être ouvert, je vais être inclusif, je vais être une personne morale et les enfants vont venir à moi et imiter mon exemple. Mais vous vous rendez compte? Déjà, la claque pour celui qui se rend compte qu'il n'est pas du tout un modèle et qu'il n'a aucune supériorité morale. Et ensuite, la faiblesse intellectuelle qui est derrière ça. Qu'est-ce qui fait qu'un instituteur peut élever des enfants? Parce qu'il ne parle pas en son nom propre, mais parce qu'il parle au nom de l'institution qui est derrière lui. Alors bien sûr qu'il y a des défauts ça doit être encadré, mais bien sûr que ce qui te protège en tant qu'instituteur ou en tant que prof de fac, c'est l'institution qui est derrière toi, qui te donne la force et la légitimité de parler. Réinstitutionnaliser l'école, ça veut donc dire remettre l'instituteur dans la démarche modeste, d'écraser un peu son ressenti, son cœur, sa vision des choses, sa façon d'enseigner, son rapport à l'enfant, et de le remettre dans une démarche complémentaire avec une institution forte qui le porte, alors qui le structure, ça c'est sûr, mais qui le protège. Donc c'est ça, réinstitutionnaliser l'école. Oui, ça signifie qu'il y a beaucoup de travail et il y aura beaucoup de temps à y consacrer, parce que ce mouvement, s'il aboutit aujourd'hui à mettre dans nos écoles des enseignants aussi peu formés et aussi qui se trompent à ce point sur leur rôle, c'est-à-dire que le mouvement est parti depuis longtemps et qu'il faudra encore du temps pour revenir. Là, quand on en discutait, on est souvent questionné là-dessus, il faut 20 ans. Il faut 20 ans. C'est-à-dire, il faut arrêter les bêtises maintenant et il va falloir une petite génération. N'oubliez jamais qu'on a éliminé la Bretagne bretonnante en 25 ans.
Les enfants ne parlaient plus la même langue que leurs parents. Et on a enseigné le français dans des pays où il n'a pas fallu 25 ans pour le faire. Ce n'est pas une fierté, mais ça a été efficace. Aujourd'hui, pour remettre des enseignants dans une dynamique de réappropriation institutionnelle, il va falloir 20 ans. Mais il faut arrêter maintenant. Une question alors sur la balkanisation des sciences. C'est Alexandre qui nous la pose. Quelles sont les forces qui poussent à la balkanisation des sciences? Vous avez parlé de Boutelja. Les islamistes jouent-ils la carte woke? Et une autre question, les agences de santé. Alors, on viendra peut-être après la réponse à la première question. Les forces qui poussent à la balkanisation. Les forces qui poussent à la balkanisation, alors, vous parliez de l'islamisme, etc. Oui, il y a une wokisation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Al Jazeera emploie l'écriture inclusive en France, hein, et elle ne le fera pas dans les Émirats. Il y a une convergence aujourd'hui, évidemment, de ces mouvements-là. Mais ce n'est pas eux qui œuvrent dans l'université. Moi, je crois que dans l'université, ça se passe à un niveau qui est celui du financement et de la structuration de la recherche, notamment au niveau de l'Europe. Il y a un conflit entre le droit continental, le droit français, et la common law à l'américaine, si vous voulez. Dans common law, vous entendez commun comme dans communauté. La construction d'un communautarisme à l'échelle européenne, c'est un grand fantasme de la société mondialisée, et il est évident que la République française est une gigantesque épine plantée dans le pied de la mondialisation autosatisfaite façon common law. L'Europe, qui finance la recherche, structure la recherche par des appels à thématiques. Grosso modo, aujourd'hui, le choix qui nous est donné, c'est soit on vit avec 800 € par an, soit on répond à des appels thématiques qui nous apportent 300 à 400 000 € sur 4 ans. En lettres, je vous parle de budget en lettres. 400 000 €. Moi, avec 40 000 €, je peux vivre 10 doctorants pendant 10 ans. Moi. Bon, vous voyez, en lettres. Les appels thématiques sont construits par l'Europe elle-même sous forme d'incitation. Dans les incitations, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez tous les éléments de la société woke et inclusive. Vous retrouvez quoi? Vous retrouvez une obligation à dépenser 20% de votre budget en ressources humaines pour la défense de la société inclusive et la promotion de l'égalité. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, évidemment, on a tout intérêt à se restructurer pour correspondre dans des équipes qui collent à des appels à projets qui nous donnent de l'argent. C'est le vôtre d'argent, c'est le nôtre, c'est l'argent des impôts. On donne 8 milliards à l'Europe pour qu'elle finance la recherche en France. Donc voilà, les forces qui œuvrent, à mon avis, sont des forces politiques, qui prennent pied dans l'université, parce que l'université structure la société de demain. Et donc c'est pour ça qu'il faut revenir dans l'université tous. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ce monde un peu clos, etc. Il faut venir voir avec nous ce qui s'y passe. Et les forces qui œuvrent sont des forces politiques. Saul Alinsky, A-L-I-N-S-K-Y, a écrit des traités d'activisme moderne dans lesquels il explique très bien ce que je suis en train de vous dire, où il explique que le seul activisme qui vaille pour changer la société, vous savez, c'est ce monde de la société inclusive, de Soros, etc. Saul Alinsky explique qu'il faut 2 types d'agents. Il faut des universitaires en costume, parce que les universitaires en costume, ça fait bien dans les institutions européennes, ça rassure, ça parle bien, ça parle anglais, ça emploie les bons mots. Et il faut des universitaires en jean dans les associations qui font du militantisme, comme on a pu le voir, vous savez, dans la boîte à idées, quand la ministre El Haïry avait été chahutée, etc. C'était que des étudiants de sociologie. En fait. Ce sont les 2 phases de cet activisme-là. Ce sont des forces universitaires qui travaillent pour de l'argent. Ne croyez pas que ce ne sont pas des réseaux mafieux, ce ne sont pas des réseaux islamistes. Tout ça concourt, on les retrouve dans l'université, évidemment, ce n'est pas ça que je veux dire, bien sûr. Mais par exemple, le Qatar ne finance pas la recherche en France. Problème du voile, le problème du port du voile par une avocate qui a bien été réglé, prof de fac, neutralité des fonctionnaires. Ouais, oui, évidemment, neutralité des fonctionnaires et neutralité de la fonction publique. Évidemment, c'est compliqué dans un environnement où tous les étudiants sont eux-mêmes voilés dans l'université, c'est compliqué. Mais la neutralité, elle s'applique au service public. Là-dessus, on est bien d'accord. Hein. Là-dessus, ça ne doit pas changer. Mais faut-il accepter d'assumer ce rôle qui consiste à dire oui, vous pouvez, non, vous ne pouvez pas. Enfin, vous voyez, il faut qu'à un moment, la défense de la laïcité soit le fait de tous. Voilà, j'étais très content de voir dans mon université que ça fonctionnait bien. Il y a eu un changement d'équipe il n'y a pas si longtemps que ça, et on ne peut que les féliciter. Effectivement, il y a eu un sursaut. Enfin, cette même direction aurait pu se rendre compte depuis un sacré bout de temps que ça existait, vous voyez.
Oui, alors il y a, je t'avais questionné, Xavier Laurent, il y a quelques jours, suite à une interrogation qui nous avait été faite par une présidente d'association rattachée à Ouais. l'université qui me disait nous organisons un concours de plaidoirie au sein de l'université. Pouvons-nous interdire le port du voile dans le cadre de ce concours de plaidoirie? Alors, je t'avais répondu que non, surtout pas. Tu ne peux pas interdire le port du voile dans le cadre d'un concours de plaidoirie dans l'université, pour la simple et bonne raison que ce serait assimilé à la discrimination en raison des orientations religieuses, et pour le coup, tu serais évidemment condamné. Alors, en revanche, ce que je t'ai dit, c'est que tu ne peux pas interdire, par contre, tu peux imposer. C'est-à-dire que tu peux imposer que les candidats doivent se conformer aux usages professionnels, par exemple, et que le concours se tiendra dans les modalités de l'exercice professionnel en tenue, par exemple, d'avocat. Auquel cas, si l'étudiante se présente voilée, tu ne peux pas l'empêcher de participer, mais en revanche, tu peux l'éliminer du concours du fait qu'elle n'a pas respecté le cadre du concours. Tu vois, il faut prendre le problème d'une manière, il faut pas, on ne peut pas fighter frontalement sur des questions comme celle-là. D'abord parce qu'on aurait toujours tort dans l'université, et qu'en plus, et c'est évidemment, évidemment du temps perdu que de s'affronter sur ces questions-là. En revanche, tu peux imposer un cadre qui te légitime. Grosso modo, l'idée, c'est de dire, tu as envie de porter le voile, grand bien de face, bah, moi, j'ai envie de te pénaliser parce que tu le fais, et j'ai le droit de le faire. Alors, ton discours est construit et persuasif, mais que pèse-t-il face à 2 minutes d'influenceurs sur TikTok auxquels des dizaines de milliers de jeunes s'identifient? Et ben alors, justement, alors là, c'est facile. Mais d'abord, je danse comme un dieu. Je suis super sexy en bikini. Alors déjà, stop. Hein, arrêtez votre ségrégation et appelez-moi Jocelyne dorénavant. Merci. Et ensuite, on a le premier séminaire de l'Observatoire. Vous allez recevoir bientôt l'annonce qu'on va faire en ligne. Ça va être un séminaire un peu comme on est en train de faire le webinaire. Mais on va aller investir TikTok, on va aller investir Twitch. On a fait appel à des designers, on a recruté 2 designers, on a un petit gars sur les réseaux sociaux qui est jeune. Et ben, on va y aller. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Ouais. Si en plus on peut se mettre en bikini et faire venir les gens, ça sera super. Mais on va y aller. Et si vous voulez nous aider dans ce boulot-là, si vous avez envie de prendre la parole, si vous avez des amis qui peuvent nous aider à cadrer, à filmer, qui savent faire des choses, bah venez nous expliquer ce qu'on doit faire et comment le faire bien. Mais on va le faire. Alors, face à la faillite de l'école et aussi des hôpitaux par ailleurs, le néolibéralisme se réjouit. Enfin, la République va l'abandonner Oui, c'est au ça. secteur public. Au Bah, secteur c'est privé. ça. Bah, c'est ça. Ah, Non, mais oui, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est quand on parle de l'affrontement entre la common law et le droit français, en fait, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, les discours qui s'entendent même chez nous, quand je parlais de tout nature, tout culture, bah maintenant, un discours qu'on entend assez souvent, c'est de dire, bon, bah, il faut arrêter avec l'université, il faut créer des universités sur fonds privés. Et nous, les fonds privés nous sont présents, ils sont pas loin, ils viennent nous rencontrer, ils sont là. Donc oui, bien sûr, ah, mais complètement. Et aujourd'hui, si vous voulez, je pense que le wokisme est un paravent de ce capitalisme joyeux qui s'ouvre des secteurs de marché absolument incroyables. Avant, on ne vendait pas une jupe pour homme, aujourd'hui, on a créé un secteur de marché de la jupe pour homme. Voilà, c'est un fantasme dont Benetton n'osait pas rêver. Ben voilà. Donc oui, effectivement, bien sûr. Le monde sportif va lui aussi être confronté donc, à ces questions-là, puisqu'on a la perspective des prochains Jeux olympiques et des différentes compétitions organisées par la France. La question du port du voile va se poser. La Fédération française de foot voit un des articles de son règlement attaqué par les hijabeuses. On attend toujours l'arrêt du Conseil d'État. Comment est-ce que le monde sportif peut aujourd'hui résister à une telle offensive qui trouve sa légitimité dans les pratiques anglo-saxonnes et à l'extérieur? Alors c'est ça. On revient toujours à ce même affrontement. Alors, on en parlait avec Jean-Marie Brome, qui est dans l'Observatoire, et puis quelques collègues qui sont sportifs. Quand même, le monde du sport n'est pas le moins bien armé pour résister. En fait, le gros problème, c'est ces petites compromissions que chacun s'autorise dans les vestiaires de foot. Ah, tu ne peux pas prendre ta douche tout nu. Ah, il faut que tu restes habillé. Ah, tu ne peux pas venir avec nous, etc., etc. Et on tolère ça de petites compromissions en petites lâchetés, et ça prend. Mais vous voyez que quand une fédération sportive dit
par exemple, aujourd'hui, comme le basket, que non, le port du voile, c'est pas admissible, bah, finalement, bah, y a pas, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est leur sport, c'est leur jeu, c'est leurs règles. Bon, bah voilà, c'est dangereux, c'est dangereux. Peut-être que le sport, avec ses règlements, n'est pas le moins mal et le moins bien armé pour résister. Mais encore faut-il une sacrée colonne vertébrale pour le faire. Il reste quelques sports comme le golf, où évidemment, tout est bien, tout est parfaitement cadré, mais le reste. Oui, alors, nous avons un témoignage de Brigitte qui nous dit j'ai le plus grand respect pour tous les enseignants primaires, secondaires et Ouais, moi aussi. universités. Je suis formatrice valeurs de la République. Je m'interroge toutefois sur certaines postures de militantisme académique qu'évoque Nathalie Hennig dans ce que le militantisme a fait à la recherche. Le nombre de chercheurs en sciences sociales vis-à-vis de la laïcité. J'ai autour de moi quelques professeurs d'histoire que je trouve un peu accommodants avec la laïcité. Ben, c'est ça. Ah, oui. Ouais, c'est ça, c'est bien le problème. Merci pour ce témoignage qui ne fait que finalement renforcer un peu ce que nous avions dit. Mais rappelez-vous, il y a combien c'était, enfin, je vois qu'il y a Jean et je vois qu'il y a Charles, et il y a combien c'était, il y a 1 an et demi qu'on avait démonté le master à Reims qui Oui. avait fait de la laïcité, qui avait fait de l'enseignement de la laïcité, le titre c'était La laïcité, ce problème. Et ça Oui. passe dans un master, ça passait, ça avait été voté par l'université, c'est-à-dire qu'on l'a arrêté au niveau du rectorat. Vous vous rendez compte? Donc oui, alors là, des compromissions de ce type, moi, s'il fallait que je fasse la liste aujourd'hui, la laïcité dans l'université, à 70%, les gens vous expliqueront que c'est l'apartheid. Hein. Les gens en sont intimement convaincus. Enfin, et ce n'est pas une question de mauvaise formation, je les crois profondément de mauvaise foi en réalité. Ouais, je veux prendre un exemple. Je ne serai pas de nom, m'en vouliez pas, mais moi je connais une collègue qui est plus âgée que moi. Alors, il y a 30 ans, c'était l'OAS, elle faisait sa thèse sur le discours de l'armée, les noms d'armes dans l'armée, voilà, un général, etc., et qui aujourd'hui est la plus grande promotrice qui soit du wokisme dans nos disciplines. Toujours du bon côté du manche. Hein. Voilà, je veux dire, vous n'attendez pas de l'université en général, à part des gens de l'observatoire, mais qui ont tous des parcours, si vous voulez, un peu cabossés, qui font qu'à un moment, ben, on sait qu'on peut gagner parce qu'on se révèle, mais n'attendez pas de l'université qu'elle soit le lieu d'une grande résistance intellectuelle. C'est dommage. On essaye, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui, alors peux-tu nous parler justement du laïc? Le laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines, c'est une association que j'ai fondée, qui maintenant a 3 ans d'existence, mais qui en fait a été construite sur une ancienne association, comme souvent dans ces cas-là, donc on a une assez longue ancienneté, voilà, et qui en fait structure l'Observatoire des identitarismes et du décolonialisme, décolonialisme.fr. Cette association regroupe en fait tout le collectif de l'Observatoire qui s'est structuré. Alors vous allez me dire pourquoi on ne s'est pas structuré dans une association de l'Observatoire? Parce que nous sommes conscients que l'Observatoire est un outil dont vous pouvez avoir besoin, et il est à votre disposition, dont on peut tous avoir besoin, parce qu'il a acquis une certaine renommée médiatique, il est consulté, on a beaucoup de lecteurs dans la presse, on est visible, les gens viennent nous chercher, voilà, c'est un outil d'action extrêmement fort, mais nous avons souhaité créer une association, peut-être une association ouverte à tous, et qui s'intéresse aux objets de la science, qui soit une société, une association, disons, apaisé sur ces questions-là, qui va se doter d'un séminaire, qui va se doter d'une revue, d'une politique de publication, qui a un conseil scientifique, dont l'enjeu, donc, laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines, c'est de s'attaquer, vous savez, à ce mouvement du tout nature, tout culture, et d'observer justement ce mouvement de balancier du tout nature, tout culture, tout culture, tout nature, et qui revendique la scientificité, en tout cas, de ces actions. Évidemment, au-delà du jeu de mots, laïque, il y a une vraie volonté d'incarner aussi cette épistémologie laïque au sein de l'institution et de rappeler que dans l'université, la laïcité a pleinement sa place. La laïcité n'est pas, l'université n'est pas une grande zone de non-droit régie par la liberté académique qui motiverait les illégalités. Voilà. Donc on veut simplement rappeler ça. C'est un peu l'objet de l'association. Et je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre cette association si vous le souhaitez et à venir travailler avec nous. Et Gilbert, voilà, oui. J'en suis. Voilà, tu as toute ta place. Alors, il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans, lorsque nous avions organisé à Ferney-Voltaire
le colloque traditionnel que nous faisons tous les ans, un universitaire qui enseigne aujourd'hui aux États-Unis, que tu connais peut-être, Laurent Dubreuil, qui avait donc publié, je crois, La dictature des identités, quelque chose comme ça, le titre, nous disait qu'aux États-Unis même, un mouvement de contestation du wokisme commençait à naître. Et il avait un discours un peu optimiste, disant que peut-être, en tout cas c'était son impression, peut-être que ce wokisme finira par dépérir parce que sa consistance conceptuelle est vide. Ce qui contredit un petit peu les alertes qui sont lancées par Bronstein et d'autres. Il dit attention, si ça s'installe, ça a commencé par l'université, ça se décline dans nos écoles, ça risque d'être durable. Il y a un mouvement. Alors, dans les activités du laïc, nous allons organiser un colloque à la Commission européenne sur l'entrisme islamique en mai. Nous allons organiser un colloque sur la transidentité en juin. Et nous allons inviter Jonathan Haidt, qui est un démocrate, voilà, à venir à Paris faire sa conférence. Alors, il nous a répondu, il ne peut pas venir avant longtemps. Donc, on va inviter peut-être Campbell, ou on va essayer peut-être même Peterson, j'en sais rien. On va faire venir une de ces grandes figures de la résistance contre le wokisme. Aujourd'hui, incontestablement, il y a des mouvements de résistance qui s'opèrent, des mouvements financiers d'ailleurs, qui s'opèrent. Jordan Peterson vient de créer une grande association avec un fonds de plus de 3 milliards d'euros, quand même 3 milliards, pour lutter contre la pénétration des identitarismes dans les discours adressés aux étudiants. Elon Musk a créé une fondation qui permet aujourd'hui de financer des associations qui travaillent dans ce sens-là. Et d'autres financiers aussi sont en train de travailler à ça. Donc, il y a un mouvement d'étudiants, il y a 51 étudiants qui se sont réunis aux États-Unis pour créer un mouvement de résistance contre le wokisme. Il y a eu 24 collègues en Angleterre qui ont créé une association semblable à la nôtre de militantisme anti-woke. Et donc, je pense que tout ça est lié. C'est-à-dire qu'on assiste à des mouvements de résistance et puis à des mouvements aussi de fonds financiers qui viennent aider à ces mouvements de résistance. Donc, on peut peut-être être optimiste sur la lutte contre le wokisme comme un mouvement général. Moi, ce que je crains, si tu veux, c'est un peu la politique du bélier, c'est-à-dire tu lances ton bélier le plus loin possible, mais le bélier, c'est pas lui le problème, en quelque sorte, il enfonce la porte, après il est perdu chez l'ennemi, t'en envoies un deuxième, et à chaque fois, il reste quelque chose dans la plaie, si tu veux. Et à chaque passage de ce bélier-là, on a eu l'islamo-gauchisme, on a eu le wokisme, on a eu l'écriture inclusive, bon, alors, on a le wokisme en ce moment. Je pense que il y a un phénomène de mode, et ce phénomène de mode est une mousse qui va dégonfler à un moment. Mais les acquis de ces mouvements qu'on voit dans les publications, dans l'université, dans les financements, ces acquis-là vont se restructurer d'une façon ou d'une autre. Et ceux-là vont rester. Aux États-Unis, ça peut dégonfler, mais eux sont déjà convertis à la common law. Oui. En France, tant que l'école, la langue et la laïcité ne seront pas tombées, tu assisteras à des vagues comme ça, et ça changera de nom. Moi, c'est pour ça que des collègues avaient dit, mais on devrait s'appeler l'Observatoire du wokisme maintenant. Mais non, parce que c'était le décolonialisme, c'est passé à l'islamo-gauchisme, aujourd'hui c'est le wokisme, demain ils se revendiqueront d'autres choses, et donc on assistera à des coups de bélier en permanence sur ces questions-là, jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau de stabilité que tu décris, qui sera le calme apaisé de la situation américaine. Mais si on veut résister, il faut se préparer quand même. Bien, merci Xavier Laurent. Merci à vous. Pour ces éclairages. Je rappelle donc qu'on peut trouver ton livre que je montre à nouveau. Ce n'est pas, bon, encore une fois, c'est pas le wokisme pour les nuls, c'est une étude tout à fait approfondie, pleine d'exemples, avec des conseils qui fonctionnent parfois qui ne fonctionnent pas, mais en tout cas tout à fait passionnant à lire. Merci à vous, chers amis. Nous vous retrouvons dans quelques semaines. Nous allons faire une petite trêve pendant la période des vacances scolaires. Vous serez informés donc du thème de notre prochain webinaire. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci à vous tous.